Bonjour, donc je ne suis pas Sophie Montuire, bon voilà, et je travaille pas sur le Massif central. Donc je vais vous faire une présentation sur la variation morphologique de ces héros de jeux vidéo célèbres que sont les lemmings. Et plus précisément en fait, je vais vous parler du genre Dicrostonyx. Donc c'est un genre qui vit dans les latitudes les plus septentrionales, aussi bien en Eurasie que dans la partie Amérique du Nord. Donc ce sont des espèces qui sont clés pour tout ce qui est écosystème arctique, dans le sens où ce sont les proies de tous les prédateurs, donc renards et harfang. Et au sein de ce genre Dicrostonyx, on peut voir qu'il y a plusieurs espèces. Donc je vais parler de ces espèces-là au cours de l'exposé. Donc de l'espèce Torquatus, qui se trouve essentiellement en Eurasie, et après l'espèce Groenlandicus qu'on retrouve au Groenland, mais également au Canada ici. Après, il y en a d'autres que je vais mentionner, genre l'Hudsonius qui se trouve dans la baie, ou la Vinao gradovi à Wrangel. Donc, mais je vais jongler entre l'Amérique du Nord et l'Eurasie au cours de cette présentation en tout cas. Donc si je vous parle de lemming pour cette période du Quaternaire, c'est aussi parce que globalement on le retrouve dans le fossile et on le retrouve à des latitudes beaucoup plus basses. Donc vous pouvez voir ces étoiles-là pour l'Amérique du Nord. Et pour le fossile, on peut le retrouver jusque dans le sud-ouest de la France. Donc la question qu'on s'est posée avec Sophie, en tout cas, c'est vu qu'on s'intéresse à tout ce qui est variabilité morphologique chez les rongeurs, qu'est-ce qui contraint en tout cas cette variabilité morphologique, qu'est-ce qui est la structure? L'idée était de voir sur le lemming quelle est déjà cette variabilité morphologique et si possible, est-ce qu'on peut dégager des variations qui sont aussi bien géographiques que temporelles. Donc juste pour vous situer un peu plus le cadre maintenant pour le fossile. Je reviens sur le fossile. Donc là, c'est une synthèse que j'avais réalisée sur tous les sites qui sont entre 50 000 et 10 000 ans en Europe de l'Ouest, qui ont livré des vestiges de Dicrostonyx ici, et également d'un autre genre de lemming, le Lemmus. Donc vous pouvez voir qu'on le retrouve aussi bien dans le sud-ouest de la France, dans le Vaucluse, en Croatie, en Irlande, et cette espèce a été quand même déterminée de manière assez tôt, dès le milieu du 19e siècle, et a été confirmée même dans le sud-ouest de la France en 1906 au moins. Donc, dans ce diagramme, c'est une estimation en tout cas, à partir du nombre de sites qui ont livré des vestiges, de pouvoir dire d'estimer la présence de ce rongeur au sein du sud-ouest de la France, vraiment au sein du sud-ouest uniquement. Donc on peut voir sa disparition après le H1. On peut voir des augmentations qui sont liées aux événements d'Heinrich. Ici, il faudrait que je corrige parce que maintenant il y a un nouveau site qui a livré du lemming au niveau des côtés. Et je n'ai pas continué la frise, mais en fait, techniquement, il y aurait aussi des sites qui sont plus anciens en Charente, au niveau de l'H6, du stade 4, qui ont aussi livré énormément de lemmings. Donc on peut voir qu'on retrouve ce rongeur de manière régulière au sein du sud-ouest de la France, avec des variations, et potentiellement, en fait, une étude génétique basée sur du matériel ancien provenant d'Angleterre et de Belgique présuppose en fait tous les impacts des événements de Dangegar-Olgerd sur les lignées génétiques des lemmings, mettant en évidence que ces événements de GI peuvent avoir vraiment changé les lignées génétiques. Et c'est une étude qui a complété, en tout cas basée aussi bien sur du matériel ancien que sur du matériel fossile, avec des sites en Russie et des sites à travers tout le continent eurasiatique, et qui met en évidence en fait chaque couleur correspond ici à un haplotype génétique, à une lignée génétique. C'est-à-dire qu'il y a des changements qui cette fois-ci sont à l'échelle continentale. On peut voir que ça traverse tout le continent eurasiatique. C'est-à-dire que ce sont des espèces qui ont été vraiment sensibles à tout ce qui est changements climatiques globaux. Maintenant, pour l'Amérique du Nord, on n'a pas de données sur l'ADN ancien, mais on va voir sur de l'ADN actuel. On peut retrouver ce groupe, en fait, on retrouve ce groupe Groenlandicus qui fait tout ça, et au sein de ce groupe, il y a plusieurs haplotypes, et on peut voir une séparation ici au niveau du passage du nord-ouest, au niveau lié au détroit de McCluster et Lancaster, si je me rappelle bien. Donc on peut voir des lignées génétiques qui sont complètement différentes. Donc maintenant, qu'en est-il de la variation morphométrique? Si on s'est lancé là-dedans, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'études, il n'y en avait qu'une seule jusqu'à présent, qui était basée sur des mesures au niveau des crânes, et uniquement sur des crânes provenant d'Amérique du Nord, ce qui n'était pas facile dans le sens, les crânes c'est bien beau, mais ça se conserve très mal dans le fossile, donc pas très applicable dans le fossile.
Mais en tout cas, ça a mis en évidence aucun. Il n'y avait pas beaucoup de variations morphologiques. Cette étude mettait en évidence peu de variations, excepté pour l'Hudsonius, donc c'était celui-là qui était isolé dans la baie d'Hudson, et un autre dans les îles au niveau de l'Alaska. Voilà. Vu qu'on est un petit peu... nous, on voulait aller un peu plus loin, en tout cas au niveau des dents. Donc traditionnellement, les méthodes pour analyser les dents se basent soit sur des mesures, donc ça c'est les méthodes traditionnellement prises. Plus récemment, se sont développées les méthodes basées sur des landmarks que l'on place au niveau des maximums de courbure pour pouvoir évaluer la variation morphologique. Et dans le cadre, en fait, depuis quelques mois, on a un peu développé le système de ces landmarks. Et l'idée, c'est de le faire de manière automatisée pour minimiser en tout cas tout ce qui est aspect inter-observateur. Donc l'idée étant de juste dessiner à la chambre claire les dessins du contour de la dent d'un lemming, donc ceci est la dent d'un lemming, et de placer en fait juste 4 points qui nous permettent de placer la dent, donc ce sont les points en rouge, et après de manière automatique une fonction sur R qui nous permet de placer les landmarks au maximum de courbure et après des semi-landmarks pour travailler sur tout ce qu'on appelle la partie de la boucle antérieure. C'est ici où il y a un maximum de variabilité. Donc après, analyse habituelle avec des procrus et des corrections de taille. Donc de manière barbare, sans même vous présenter les données, les données les échantillons, où est-ce qu'ils ont été localisés, je vous présente déjà une ACP qui sépare en fait les deux groupes, les deux espèces. En noir, le Groenlandicus, que vous pouvez voir ici, et en rouge, le Torquatus. Il y a quand même un beau chevauchement. Il faut être honnête, hein. Il y a quand même un sacré chevauchement. Mais néanmoins, on a quand même 600 dents. Hein. Alors, le Groenlandicus, c'est le matériel actuel, le Torquatus, c'est du matériel fossile qu'on a mis dedans. Et en fait, une des différenciations principales entre ces deux espèces va être la complexité au niveau de la boucle antérieure. Vous pouvez voir le modèle qu'on appelle simple, qui est du Torquatus, ici, où c'est bien arrondi, et un modèle plus complexe où il y a une sorte d'isolation de ces triangles, qui, au fur et à mesure, vont s'isoler et mieux se former. Donc maintenant, ciblons maintenant un peu plus particulièrement sur le Groenlandicus. Donc je vous ai dit qu'il y avait différents haplogroupes. Donc je ne vous ai pas dit, le travail est encore en cours, donc ce sont des résultats préliminaires. Comme vous pouvez le voir ici, c'est ce qu'on espère obtenir sous peu. Mais on a déjà en tout cas des lemmings du Groenland, des lemmings sur les îles de Bylot et du Victoria, et des lemmings sur Wrangel. En faisant donc une analyse en discriminant, donc pour maximiser en tout cas les variances intergroupes, on peut mettre en évidence en fait qu'on arrive à séparer, les couleurs ne sont pas très bien choisies, mais on arrive à séparer donc le Groenland du Canada et de Wrangel. Et ici vous pouvez voir le fossile qu'on peut retrouver ici en gris. Une des séparations, en fait, on retrouve cette séparation simple pour le fossile et un peu plus complexe ici pour le Groenland. Et on peut voir aussi la séparation donc, très nette de Wrangel. Donc on arrive à séparer en tout cas ces différences intra-espèces avec Wrangel ici. Et maintenant on se pose la question, donc le passage du nord-ouest, vu qu'il y a une variation au sein du génétique, maintenant qu'est-ce que vont donner des taxons qu'on pourrait échantillonner ici. Pour le fossile, donc c'est toujours encore en cours, donc on a des données issues de Pologne, donc d'une même région géographique mais sur 3 périodes différentes, et on a des données aussi en France, donc sur 3 lieux géographiques de France pour 3 périodes différentes. C'est encore en cours d'acquisition. Mais déjà, on peut obtenir cette analyse-là, ce résultat-là, excusez-moi. Donc déjà, si on se concentre uniquement sur la France, donc vous voyez le site du sud-ouest qui est ici, les Pradelles, le site du Vaucluse qui est ici, et le site du sud-est qui est ici. Donc on arrive à séparer aussi bien les 3 régions de France que les 3 périodes temporelles. Par contre, au niveau de la Pologne, les 3 se regroupent à peu près ici dans la même zone. Donc on a des différenciations temporelles qui sont en tout cas beaucoup plus difficiles à interpréter. Pour l'instant, le seul différencier la part temporelle de la part géographique est encore en cours de discussion entre nous et on va avoir besoin de plus d'échantillons. Mais on se pose la question maintenant de la part géographique dans le sens où les Pradelles, où le site du sud-ouest de la France et du Vaucluse sont vraiment à l'extrême, aux extrêmes géographiques de ces migrations de rongeurs. Enfin, pour terminer,
Donc cette analyse morpho permet de distinguer au niveau des espèces, des différences qui sont intraspécifiques et interspécifiques. Et donc nous, ça nous amène à nous interroger sur la complexité de la boucle antérieure et sur son évolution. Et en fait, je vous ai parlé de complexité où, a priori, à l'évolution du temps, on a l'impression que cette boucle se complexifie. Et en fait, il y a un autre modèle qui existe au niveau des lignées d'Alophaiomys et de Microtus qui mettent en évidence, en fait, au niveau du temps, une complexification de la dent, c'est-à-dire un rajout des triangles. Et là, sur quelque chose qui est sur un peu plus d'1 million d'années, on peut voir en fait que les différents rongeurs rajoutent des dents au fur et à mesure, où là ce sont des proportions relatives, où davantage de rongeurs ont 5 triangles pour les plus vieux, et maintenant on commence à en avoir 8 triangles. Voilà. On vous remercie de votre attention. J'aurais 2 questions. Une sur les 2 sites qui sont différents entre le Vaucluse et le Sud-Ouest. C'est 2 sites chronologiquement différents. Et le dernier point, c'est j'ai pas compris la relation qu'il y a entre ta dernière diapositive sur Alophaiomys microtus avec l'ajout de triangles, ça c'est un fait, par rapport à Dicrostonix qui n'a pas d'ajout de triangle. Ah, excusez, j'ai peut-être pas été clair. En tout cas, pour le fossile, pour les 2 sites, c'est 2 périodes différentes. Le Vaucluse est du dernier maximum glaciaire, le site du Sud-Ouest est globalement stade 4, d'où ces différences de période. Pour, en fait, dernier maximum glaciaire, c'est couler couler des roches. Après, pour cette affaire, en fait, je vous ai parlé de torsion et de complexité, c'est-à-dire que ce qu'on peut voir sur la mise en place des triangles au fur et à mesure du temps, c'est que les rongeurs vont avoir ce double effet de torsion, en fait, et après une sorte d'isolation des triangles qui vont s'ajouter en fait au fur et à mesure. Donc ce qu'on voit en fait ce qu'on est en train de voir là dans le Dicrostonix, c'est peut-être l'ajout dans ces prochaines années de nouveaux triangles. C'est ça que je veux dire par rapport à la dernière diapo. C'est quand la lignée des Dicrostonix va se complexifier au fur et à mesure et on va ajouter des triangles au niveau de la dent. Vers le futur. Ça commence quoi. On peut voir sur le stade 4 quelque chose qui est plus simple et en fait sur actuellement quelque chose qui est vraiment beaucoup plus compliqué et qui va peut-être annoncer dans les prochaines années quelque chose qui sera encore différent avec des triangles qui se seront isolés entre temps. Pour une question. Merci beaucoup.